6e conférence organisée dans ce cycle des leçons du mardi par le master, la nouvelle filière de master transformation des situations construites. Nous avons souhaité inviter aujourd'hui Philippe Rizzotti et Julien Belair, qui ont en commun d'avoir tous les deux démarré leur exercice professionnel avec le collectif Existe. Et d'ailleurs, toi, Julien, tu y es toujours un petit peu. Ouais. Il y est toujours d'une certaine manière. Donc, on va aujourd'hui parler de la transformation de la pratique architecturale à travers la double trajectoire expérimentale et atypique de Philippe et de Julien. Donc, le collectif Existe est né à Paris en 2003 à l'initiative de 5 architectes. Je vais les citer parce que c'est ça que je connais quand même. Nicolas Héninger, Philippe Rizzotti qui est donc là, François Wunschel, Pierre Schneider et Gilles Burban, qui ont produit et réalisé une première expérience d'autoconstruction sur une parcelle d'un délaissé dans le parc de la Villette, c'est ça? Et je pense d'ailleurs que c'était votre projet de diplôme. Hein, je me souviens bien, je ne suis pas venue, mais je regrette toujours de ne pas être venue. Et donc, il se trouve que Philippe et deux autres architectes de ce collectif Existe sont des anciens élèves de notre école. Donc, Existe n'est pas une agence d'architecture au sens commun du terme et bouleverse l'idée d'une architecture s'affirmant en tant que discipline autonome. C'est une plateforme pluridisciplinaire, donc ça, évidemment, c'est super important, c'est écrit partout. Le collectif réalise des installations éphémères expérimentant le rôle que peut jouer une installation dans son milieu urbain, son rapport à la ville et aux citoyens. Donc en 2006, et ça on en a parlé avec Patrick Bouchin lors de la première conférence, le collectif d'architectes, de graphistes, de vidéastes et de photographes, de constructeurs répond à l'appel de Patrick Bouchin qui invite donc Existe pour la 10e Biennale d'architecture de Venise pour animer et mettre en scène le pavillon français avec le projet Metavilla. Donc là je pense que vous allez en parler. Alors, Philippe Rizzotti crée son agence en 2010, après 6 ans d'expérimentation au sein du collectif Existe. Vous m'interrompez si je dis des bêtises. Hein. Lauréat des albums de la jeune architecture et du paysage en 2012, il intègre également le département sciences et techniques de l'école d'architecture de Strasbourg, dans lequel tu travailles sur l'architecture mobile et la préfabrication, c'est ça ? Julien Belair est membre du collectif depuis 2003, donc depuis son démarrage. Donc ils construisent ensemble des architectures éphémères et festives en s'appropriant des délaissés urbains dans différentes villes européennes. Cofondateur de l'association A, il faut dire A0A, qu'est-ce que tu m'as dit tout à l'heure? AOA, Organisation Alternative d'Architectes. En 2006, il mène un travail sur le continent africain afin de favoriser l'échange et le savoir-faire constructif entre le Nord et le Sud. Cofondateur de Nomadsland, en 2006 également, il accompagne un campement éphémère de familles roms à Saint-Denis, sous la 86. Fondateur du 6B, espace de rencontre, de travail, mais tu vas en parler, d'expérimentation signée à Saint-Denis. D'ailleurs, il y a des petits documents là, que tu as mis sur les tables qui concernent, je crois, le 6B. Donc, c'est un projet qui est installé dans un ancien site d'Alstom, c'est ça, un bâtiment de bureau de 7000 m². Donc, le 6B questionne la notion d'équipement public, le modèle de lieu culturel ainsi que sa place dans un quartier en pleine mutation. Pour finir, j'ai relevé dans vos démarches à tous les deux un certain nombre de mots-clés. Architecture engagée, contestation, installation temporaire, construction éphémère, autoconstruction, construire en habitant, délaissé urbain, interstice, flexibilité, modularité, participation collective, interdisciplinarité, échange et transmission. À travers l'ensemble de vos engagements, vous re-questionnez sans cesse les relations entre contexte, lieu et usage et proposez par des chemins de traverse une autre manière de pratiquer l'architecture. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à tous, merci beaucoup à Isabelle, Patrick et Paul de nous avoir invités. On est très très heureux de présenter notre travail ici et en particulier de se retrouver face à vous après avoir été étudiant ici. On a choisi de vous présenter donc cette conférence expérimentation collective et expérience individuelle pour d'une certaine manière faire le lien entre ce qui avait été un peu notre expérience post-diplôme et notre engagement, ce que moi personnellement je considérais un peu comme mes 6 années d'études post-diplôme
et de faire le lien avec nos pratiques individuelles, parce que si nous sommes exprimés collectivement, chacun avait des préoccupations personnelles au sein de ce collectif qui se sont affinées chemin faisant. Donc l'idée, c'est la conférence s'organise en 3 parties. On va d'une part vous présenter le travail d'Exist et la manière dont on s'est organisé à travers 3 projets phares réalisés par le collectif. Ensuite, Julien Belair va vous présenter 3 projets de son travail personnel post-expérience collective. Et de la même manière, je vais vous présenter 3 projets que j'ai réalisés en nom propre à partir de 2010 et qui sont également des projets qui font le lien entre la démarche qu'on a pu avoir au sein du collectif Exist et les démarches personnelles et nos motivations qui conduisent notre travail aujourd'hui. Exist est une association, ce n'est pas une agence, elle a été décrite de différentes manières, mais on a toujours tenu à ce qu'elle reste comme telle une association loi de 1901, à savoir une association, c'est-à-dire que c'est un travail qu'on a fait pour l'ensemble bénévolement, et c'est le fait d'avoir travaillé bénévolement qui nous a aussi permis de mettre autant de moyens dans les projets qu'on va vous montrer et qu'on a réalisés. C'est une plateforme d'expérimentation parce que ça a toujours été notre préoccupation de construire, tout en s'inspirant en particulier des mouvements collectifs et des avant-gardes des années 70. On était vraiment tous très fans d'Archigram, de Super Studio, et l'idée c'était de construire ces utopies dans l'espace public. C'était aussi un peu on va dire une architecture en réaction, sachant que ce qui nous a donné les moyens, c'est la chance énorme de faire partie de cette on va dire, génération numérique des architectes. Et il est vrai que le fait d'avoir la maîtrise de ces outils nous a permis de travailler très tôt et du coup d'avoir aussi cette liberté d'expression dans les projets qu'on a pu réaliser au sein du collectif. Et c'est vrai que beaucoup des enseignants de cette école nous ont donné aussi les moyens de travailler. Et je les remercie, j'en profite pour les remercier aujourd'hui parce que c'est en partie grâce à eux qu'on a eu les moyens de réaliser une partie de ces travaux. On a aussi chacun notre interprétation propre du collectif et je pense qu'il est important que vous lisiez entre les lignes les interprétations propres parce que Exist, tel qu'on a écrit ce nom à 5 au départ, c'était E, X, Y, Z, T et ce nom est né du fait qu'à force de conversation pour savoir ce qu'on allait faire dans notre diplôme, ça partait dans tous les sens et que chacun représentait un peu une de ces directions et que le seul moment où on arrivait à se mettre d'accord, c'était dans l'action. Et pendant, on va dire, les recherches qu'on a pu faire pour faire notre diplôme, on arrivait toujours à se mettre d'accord sur 2 choses, les points clés de la fiction et les moyens de l'action. Et ça a vraiment été notre, on va dire, notre modus operandi pendant les années de travail collectif. Les 3 projets qu'on va vous présenter sont l'architecture durable. L'architecture durable pour dire que reste-t-il de l'architecture et c'était l'idée de faire vraiment un diplôme en réaction. On était vraiment au début de la réforme des PFE. Dans un PFE, ce qui s'appelait à l'époque un TPFE, on pouvait ne travailler qu'à 3. On avait un rendu qui était imposé, on avait un délai qui était imposé et nous on voulait faire tout sauf ça. Donc on a décidé de faire un TCFE, un travail collectif de fin d'études. On a décidé de ne pas rendre de plan ni de planche mais de rendre des films et de ne pas le présenter en amphi mais dans l'espace public. Et ce qui nous a finalement, donc ça c'était les points d'accord du collectif et ensuite ensemble pendant 6 semaines on a habité un délaissé du parc de la Villette qui était une ancienne zone de stockage de matériaux et dans lequel on s'est installé et où on habitait pendant 6 semaines derrière 2 panneaux publicitaires et finalement, on s'est, on va dire, laissé faire par l'architecture et par nos moyens d'action. Et au bout de ces 6 semaines, on a rendu un projet public qu'on va vous présenter ici. Je pense que je vais donner la parole à Julien qui va lui vous donner aussi son interprétation et on va dire la manière dont il s'est inscrit et nous a rejoints dans cette expérience collective. Bonjour à tous, merci de nous avoir invités et de présenter notre travail et notre approche alternative de tout ce monde qui, on va dire, est la fabrique de la ville. Le collectif existe, je citerai
deux mots. Un, ce que j'approfondirai tout à l'heure, qui est, on va dire, l'ascendance, le bottom-up, et un autre qui est le plaisir, à savoir que, comme le disait Philippe, c'est une bande de potes dont je fais partie depuis le début, même si je passe pas mon diplôme, à savoir qu'on était d'abord étudiants à Strasbourg, on est parti à l'étranger, on s'est retrouvés en région parisienne, et on a tous fini à l'école de Paris-la-Villette. Je cite cette école parce qu'elle elle permettait en tout cas de faire des projets hors les murs. Je citerai aussi Xavier Guyot, qui était un plasticien qui a pris sa retraite cette année, qui avait un pôle important à l'école de la Villette, qui a permis et qui a poussé vers l'expérimentation réelle, dehors, avec des matériaux, en lien avec cette réalité. Et donc voilà, donc le plaisir, le début d'une histoire, l'envie de faire autrement, l'engagement. Pourquoi je cite le plaisir? Parce que vous verrez qu'on a fait beaucoup de projets, comme disait Philippe, de façon bénévole. Pourquoi? Parce que quand on part à l'autre bout de l'Europe, ou qu'on invente une histoire, ou qu'on s'amuse entre amis avec les habitants, c'est quand même suffisamment lucratif pour ne pas gagner de sous. En tout cas, c'est possible pendant une certaine période, et on vous expliquera aussi comment on a dû évoluer maintenant qu'on a des enfants et tout, comment on fait pour continuer à partir de ces engagements pour devenir des vrais praticiens qui en vivent. Donc, je vais vous présenter l'architecture durable. Donc là, c'est une vue depuis les logements sociaux qui se situent juste en face. On est au bord du canal de l'Ourcq, à l'entrée du parc de la Villette. Et l'idée, en fait, de ce projet, c'était de réaliser la 28e ou la 29e, je ne me souviens plus exactement du nombre, de folies du parc. Et contrairement aux autres qui étaient rouges, la nôtre était bleue. Et elle était, en fait, l'idée d'une architecture imprédictible, c'est-à-dire non déterminée, non déterministe, qui serait capable de se transformer et dont on rendrait publiquement une documentation sous forme de film à l'issue des 6 semaines d'expérience. Donc pendant 6 semaines, on a habité cette parcelle de 330 mètres carrés et on s'est amusé en fonction des opportunités, des rencontres, à la transformer jusqu'à la rendre habitable. Donc au début, c'était très difficile parce que d'une part, on était au début du mois de mai, c'était la période des premières moussons parisiennes, il pleuvait beaucoup, donc on a beaucoup lutté contre les éléments. Et en parallèle, on a pris un plaisir énorme parce qu'il s'agissait presque d'un voyage immobile dans notre propre ville. Par exemple, une particularité, on était en plein Paris. Tous les jours, on faisait des barbecues. Et de jour en jour, on a fait des rencontres et on s'est amusé à transformer ces 2,5 tonnes d'échafaudage qu'on avait loué pour l'occasion. Et l'idée... Ouais. Non, juste, je dirais effectivement, première fois qu'on travaille avec l'échafaudage, flexibilité, une structure qui évolue en fonction des usages pendant la semaine, et je dirais juste aussi rab, ce qui reste à manger, ce qu'on peut partager, donc des repas de quartier en invitant les voisins à venir partager des moments. Et on est parti comme ça en se relayant 2 par 2 pour commencer à construire et habiter cette parcelle jusqu'à avoir une quinzaine de personnes qui ont dormi sur site le soir du diplôme. Ça a été une aventure extraordinaire, ça a été déjà une expérience folle humaine et ça a été le début finalement de tout un tas de rencontres. Le rendu du diplôme s'est fait sous la forme d'un procès dans laquelle Patrick Bouchain était notre avocat, Christophe Salingro, que vous connaissez mieux sous le président de Groland, était notre président de jury. Et donc on n'a pas été ce jour-là diplômé par le gouvernement, mais on a été diplômé par le Groland. Donc on a tous un diplôme d'architecte du Groland qu'on a mis un peu de temps à faire valoir, mais qui, de fil en aiguille, nous a permis de faire directement un projet, puisqu'on a été, à partir de cette expérience-là, introduit à la condition publique qui ouvrait ses portes l'année suivante, en 2004, à l'occasion de Lille 2004, capitale culturelle. Et on a rencontré l'organisation des EASA. EASA, c'est European Architect Student Assembly. C'est en fait une organisation qui, depuis les années 80 à Liverpool,
fabriquent des workshops dans des lieux délaissés de la ville et qui s'installaient en 2004 à la condition publique et dont on nous a proposé finalement d'assurer l'organisation et la logistique en utilisant et en capitalisant sur cette construction en échafaudage. Et du coup, pour ce projet, on a mis en place en fait ce qu'on a appelé un jeu d'autoconstruction à l'échelle 1, à savoir qu'on a distribué à chaque couple d'étudiants un kit de 200 kg d'échafaudage qui leur permettait de construire un cube de 2 mètres de côté. Sauf que la règle faisait qu'on avait le droit de se faire des amis, et donc en sociabilisant, en additionnant 2 cubes, on en gagnait un 3e. Donc plus vous faisiez d'amis, plus finalement votre comportement était, on va dire, urbain, plus vous fabriquiez un espace de qualité. Et ensuite, tout l'enjeu était justement la gestion collective des interstices, puisque la relation et l'agglomération de ces différents kits d'échafaudage créaient un espace en négociation qui permettait de créer des lieux de rencontre. Donc là, c'est un plan qu'on a réalisé à l'aide de caméras de vidéosurveillance. C'était aussi les débuts des installations des caméras de vidéosurveillance dans l'espace public. Donc on s'est amusé à jouer avec ça. Et en gros, on a refait un montage du plan de ce qu'on a appelé la République éphémère, où on voit l'organisation des différents groupes dans le projet. Et ce qui avait très intéressant, c'est que c'était plus que des stéréotypes, c'était assez drôle. Par exemple, les Suisses sont arrivés, on leur avait mis donc des tas de matériaux textiles, de tous les matériaux du workshop à disposition. Les Suisses ont fabriqué un cube de 8 mètres de côté parfait, et ils ont utilisé ce qui devait servir normalement à faire un workshop pour fabriquer des architectures flottantes, une bâche de Zodiac, et se sont enfermés dans la bâche de Zodiac. Alors que par exemple, et c'est 2 anecdotes que je trouve assez drôles et significatives, l'ensemble des Serbes, des Croates et des Monténégrins se sont eux mis tous ensemble, alors qu'ils avaient quand même vécu une guerre plutôt violente, et ont fabriqué une structure complètement ouverte sur l'extérieur et complètement organique. Donc chaque nation, chaque représentant de pays avait vraiment comme ça une attitude dans l'espace public. Et je dis celle-ci parce qu'elles étaient très caricaturales. Et ce qu'on a dit de manière assez ouverte, ce qui avait drôle, c'est que tous les étudiants en architecture réunis comme ça de manière éphémère dans une grande friche abandonnée, dans une grande friche industrielle, avaient fabriqué une forme de médina. Donc c'était assez drôle de voir comment finalement on arrivait en autoconstruction à fabriquer un modèle alternatif complètement différent de ce qu'on peut nous enseigner. Et ensuite, on a mis tout un tas de protocoles en place sur du relevé, du monitoring, pour faire un relevé complet et très documenté de cette ville éphémère qu'on avait pu fabriquer. Je dirais, effectivement, il y a ces cellules de logement privé qui viennent interagir un petit peu comme du tissu informel, de la médina, du bidonville ou de la favela. En plus de ça, bien sûr, il y a une sorte de gestion des équipements collectifs qui a dû être faite, bien sûr. Et c'est là qu'intervient le collectif aussi beaucoup. Outre fixer des règles, des avantages, des malus, il y a tout ce qui est cuisine, se laver, manger, partager des moments, accueillir des invités. Et c'est donc sur ce qui est, on va dire, équipement public de cette petite république que notre travail se concentre. L'idée, c'était vraiment d'avoir que des règles, mais sans pénalité. C'était tout travailler et puis ça a été vraiment un des guides de notre travail ensemble, de travailler uniquement sur l'émulation. Donc c'est ce qu'on appelait les stations sanitaires. Elles avaient été construites par les membres de l'organisation et par les membres du collectif Existe ensemble, et elles devaient vraiment servir d'exemple pour ensuite permettre à chacun de s'inspirer de ces
de ces choses qu'on avait quand même dessinées au préalable, parce qu'elles devaient être fonctionnelles. On devait quand même assurer avec ce qu'on voit là, qui était en fait la salle de bain, on devait quand même assurer des douches viables pour 450 personnes. Et du coup, tout notre effort s'est concentré sur ces équipements. Et ensuite, on voit au pied, voilà comment étaient disposés les kits dans l'espace de la friche et comment ensuite, en l'espace de 48 heures, se sont installés les 450 étudiants qui sont arrivés pour 15 jours à Roubaix et qui ont participé à cette aventure. Pour nous, ça a été aussi un énorme, on va dire, tremplin, dans le sens où, d'une part, Patrick Bouchain nous a offert un reportage photo de Michel Denancé, dont on voit les photos ici, qui est quand même le photographe officiel de Renzo Piano. Donc on a eu la chance d'avoir comme ça Michel avec nous pendant 2 jours pour travailler et documenter cette aventure, ce qui nous a permis aussi très vite de publier nos démarches, c'est-à-dire qu'on a envoyé nos photos à l'AMC, qui a publié notre travail, on l'a envoyé à des revues un peu partout en Europe, et c'est un travail qui a été très, on va dire, très diffusé. Et d'une autre part, ça nous a ouvert à un réseau d'une trentaine de pays qui a commencé à s'intéresser à notre travail et qui nous a offert des opportunités. Et après, il y a eu de très belles aventures. Je me souviens très bien de Jean-Philippe Bassal qui était venu faire une conférence et qui, le soir de la conférence, a décidé de dormir parce qu'on avait créé une chambre d'hôtel un peu clean pour les invités de marque. Et lui, pareil, est resté toute une nuit à boire et discuter avec nous jusqu'à prendre le petit déjeuner et finalement partir le lendemain matin. Donc ça a été aussi, encore une fois, des très belles rencontres. Et directement après cette première aventure, alors là, la photo est mauvaise qualité, j'ai dû planter un truc sur le lien. On a eu une proposition par la condition publique de recycler notre installation, parce que le recyclage et le réemploi a toujours été une des préoccupations dans notre démarche, pour faire la scénographie de comment ça s'appelait ce Spirito Mundi, Extramundi. Voilà, et qui a été en fait, qui a servi à l'enregistrement de l'album de Manu Chao à ce moment-là, qui s'appelait La Cour des Miracles. Et du coup, on a accueilli dans ces caravanes et dans cette scéno, refaite à partir des éléments de la République éphémère, tous les artistes du festival Extramundi qui sont venus se produire à la condition publique. Un deuxième projet, je vais essayer de speeder parce qu'il est déjà 14h10. On a envie de vous raconter plein de choses. Donc ça, c'est un projet qu'on fait à Barcelone, dans une dent creuse, entre 2 pignons, dans le cadre d'un festival qui nous invite à faire une installation architecturale. À savoir qu'Existe, on est quand même un peu limite entre l'installation artistique, la performance et l'architecture. C'est ce qui nous séduit, c'est ce qui nous fait vibrer à travers la fiction, l'expérimentation, le prototypage. C'est aussi ce qui nous fait des commandes qui sont à l'échelle d'œuvres d'art, entre guillemets, genre 20 000 euros, 30 000 euros. Mais c'est ce qui ne nous empêche pas d'essayer de faire des architectures, donc habitées, utiles, rigolotes, rassemblant des gens. Donc on fait une station, Jean Nouvel vient de livrer la Tour et Akbar au bout de la rue, et donc on décide de la faire décoller. Donc on organise la station de décollage. Le décollage a lieu un vendredi soir à minuit. Pour ça, on bloque la rue, on invite tout le monde, on a un sound system de dingo qui inonde le quartier, et il y a de la vidéo qui est finement travaillée. J'ajouterai qu'il y a une des parties du collectif Existe qui a fondé une boîte qui s'appelle 1024, c'est Pierre et Franz, qui depuis se concentre sur, on va dire, l'événementiel, la vidéo, le mapping. On vous montrera quelques exemples, et qui au départ, là, il y a des beaux films sur le projet qui a été montré avant. Regardez sur Internet, YouTube, vraiment des débuts de stop motion, etc. Et donc il y a de l'événement. Après, il y a notre ami Raph qui n'est plus avec nous, mais qui participe aussi à cet événement pour faire les effets spéciaux. Donc on a des vieux bonhommes qui sont mécanos, qui sont hommes à tout faire. On a un cuistot, quand on dit pluridisciplinaire, on a toutes ces disciplines. On n'a pas que des métiers de la culture propres.
Et donc on fait ce joyeux bordel, ça dure un mois, on prend plaisir à vivre là-bas, à inventer. On invite les colocos aussi qui sont avec nous dans ces aventures, qui sont des paysagistes, qui vont faire des sortes de guérilla urbaine, un peu à la guérilla gardening, en envoyant des graines sur les murs. Voilà, on a toute cette façon de faire qui nous amuse. On a aussi comme objectif de répondre aux besoins primaires, aller aux toilettes, s'abriter, dormir, manger. Et ces besoins primaires, on essaie de les étendre, du genre se rencontrer, essayer, être surpris, inventer, tester la ville, se mettre en péril. Parce que déjà à ce moment-là, et vous le verrez au fur et à mesure des projets, on essaie de prendre nos responsabilités. Voilà, c'est une question un peu récurrente dans nos travaux. Qui est responsable? Comment? Qu'est-ce qu'on peut se permettre de faire? Sous quelles autorisations? Sous quelles normes? Donc on commence à questionner ça, et notamment à travers l'accueil de public, l'ERP, à savoir que pour accueillir du public, normalement, il y a une réglementation assez rigoureuse, mais qu'on arrive, et pour ça, citons encore une fois Patrick Bouchin, qui est assez fin, pour arriver à jouer de la réglementation, pour arriver à faire passer des bonnes idées, même si un instructeur lambda ne le permettrait pas. Voilà, donc ça c'est détente, ça c'est la station de travail par laquelle on projette. Vous avez vu que la façade était une vidéo. Vous voyez aussi des interventions graphiques sur les murs. C'est un lieu de workshop aussi, où on invite des artistes, ceux que j'ai cités et d'autres. C'est un lieu où on aime boire de la bière et manger de la tarte flambée parce qu'on est alsacien. On arrive à Venise. Alors, évidemment, on ne vous montre pas tous les projets. On a réalisé à peu près une vingtaine de projets et pratiquement dans une douzaine de pays différents. Donc, ça a quand même été une aventure et un voyage extraordinaire. Et une de nos plus belles expériences, et peut-être notre dernière grande expérience collective, a été la Metavilla en 2006, où sur l'invitation de Patrick Bouchin et de son commissaire, il nous a été proposé de faire la scénographie du pavillon français de la Biennale de Venise. L'idée de Patrick, et c'est ça qui l'a motivé à nous inviter, c'était justement ne pas exposer de projet, mais habiter le pavillon. L'idée, c'était d'en faire une occupation, et encore une fois, une occupation joyeuse et festive. Et nous, notre réflexe, c'était un petit peu, après le décollage de la tour Akbar, c'était l'idée de la station spatiale internationale qui se serait crachée dans une villa palladienne. Donc on a planté un tas d'échafaudages sur le toit de cette, on va dire, avatar d'architecture palladienne, qui est le pavillon français de la Biennale. Et comme on n'avait pas la possibilité de construire en dehors de l'emprise du pavillon, puisqu'on était en territoire italien et que la seule chose qui était propriété et territoire national français, c'était la toiture, on a installé tout un tas d'équipements supplémentaires sur le toit du pavillon. Le pavillon entier, c'est comme une ambassade. Donc ça permet un non-droit ou un droit autre dans un État. Donc ça, on en a beaucoup joué, tu en parleras peut-être. J'ajouterais juste quoi? Oui, le thème de cette biennale, c'est Méta-Cité. Et nous, on y répond par Méta-Villa. J'ajouterais simplement qu'une des intentions de départ, c'est de se dire que les visiteurs devraient expérimenter des architectures plutôt qu'en voir des images ou des photos. Donc on fait un hôtel, on fait un lieu de travail, on fait une cuisine, on fait une table ou boire un café ou se réunir, on fait des workshops, et on fait un sauna, on fait des bains, etc. Donc on répond aux besoins de vivre pour que le visiteur puisse expérimenter une architecture. Et pour nous, c'est une aventure extraordinaire parce que, au-delà du discours, on a eu la possibilité de vivre un mois dans les Giardini à Venise. Pour ceux qui connaissent cet endroit, c'est un endroit extraordinaire. Et quand on a les clés du parc et que c'est notre maison, ça devient carrément une expérience fantastique. Et de la même manière que sur le projet de la République éphémère, ça a été aussi des rencontres énormes. On a par exemple Daniel Buren qui a passé 3 jours avec nous pour installer les tambours qu'on voit ici en façade. Il y a eu Jean Lautré, il y a eu Michel Onfray, enfin, il y a eu tout un tas
Igor Dromesco. Igor Dromesco, tout un tas d'amis de Patrick en particulier, et ensuite de nos amis qui sont venus et qui ont habité et qui ont eu la chance de partager ce moment avec nous. Et puis c'était aussi, et ça c'était un peu notre marque de fabrique, c'était le côté aussi le plus fatigant de cette aventure, c'était la meilleure discothèque de Venise pendant toute l'ouverture de la Biennale, parce que tous les soirs on s'amusait à passer les frontières, et on a fait aussi des fêtes extraordinaires dans l'enceinte du pavillon. Là, on voit Patrick en train d'afficher l'ensemble de la communication et des comment dire, des slogans de la Métavilla. Et là, encore une fois, je suis désolé parce que la photo est de mauvaise qualité, mais vous voyez un peu, ça c'est ce qu'on a installé, on va dire c'était vraiment notre partie. Donc le onsen qui était les bains japonais et le jardin qui a été dessiné par Lignana Mota, qui était l'ensemble en fait des équipements plus hédonistes qu'on a posés sur le toit de la Métavilla. Et c'est vrai que le fait d'avoir un sauna apporte une qualité au quotidien que je recommande à tout le monde, et le fait de se l'auto-construire, une satisfaction qui est quand même très forte. Là, on voit toujours de l'échafaudage, parce que ça se monte et ça se démonte vite. On commence à se rendre compte qu'au bout d'une certaine période, c'est pas très rentable, mais pour des périodes courtes, ça l'est. On voit du blanc, là, c'est de la bâche thermoformable. Donc ça aussi, c'est un matériau qu'on utilise pas mal, qui permet de couvrir et ensuite, en chauffant, de se rétracter et de faire des formes assez sympas. Et on voit du bois par terre. On travaille aussi beaucoup avec de la planche, parce que c'est facile à mettre en œuvre. Ça, c'est quelque chose qui est très important, c'est-à-dire que plutôt qu'une idée formelle, une des choses qui était très importante pour nous, c'était la boîte à outils qu'on a mis en place, qui était simplement une collection de savoir-faire et qui correspondait à chacune des personnalités du collectif. Comme le disait Julien, chacun y mettait la main à la pâte. Souvent, on participait à plusieurs pour réaliser, on va dire, un élément du projet, mais aussi chacun en avait une responsabilité. C'est-à-dire que la manière dont on a eu de s'organiser sur un projet comme celui-ci, c'est qu'en gros, on a distribué une dizaine d'enveloppes d'à peu près 10 000 € à chaque équipe. Et il y avait une équipe qui s'occupait de la vidéo et du son, il y avait une équipe qui s'occupait du paysage, il y avait une équipe qui s'occupait de la menuiserie, il y avait une équipe qui s'occupait du thermoformage, il y avait une équipe qui s'occupait de l'échafaudage, même si ça c'était le grand acte collectif et le premier chapitre de l'installation, une équipe qui s'occupait de la cuisine et du confort et de la gestion quotidienne. Et du coup, ces équipes, elles dessinent aussi en faisant. On n'a pas un cahier des charges tout dessiné avec les détails. C'est vraiment cette confiance aussi à l'acte de faire et à l'artisan. Et elles ont la responsabilité simplement de définir la liste de leurs besoins au préalable pour être capables de réaliser ce qu'elles racontent. Un projet qui était après la Métavilla, parce que tu disais que c'était le dernier, non, c'est toujours c'est la vie des associations et des collectifs. Quand est-ce que c'est terminé? Est-ce que ça continue? Est-ce que ça continue alors que les fondateurs continuent leur parcours? Est-ce que la vie du collectif et le sens du collectif doit accompagner la transformation des gens et des intérêts? Ou est-ce que ça doit rester un peu stable? On n'y a pas répondu, le collectif existe. Moi, j'aime toujours dire que c'est un collectif qui n'existe que dans le projet. Enfin, on est vraiment des gens, on n'avait jamais vraiment le même local de travail, même s'il y a eu des périodes où on partageait les mêmes locaux. Mais c'est vraiment un collectif qui fait comme ça, où des fois, il n'y a personne, et des fois, il y a 70 personnes à un moment de chantier qui sont le collectif. Et du coup, des fois, c'est un événement très ponctuel, des fois, c'est des projets un peu plus longs. Ça, c'est un projet qu'on avait envie de vous montrer, parce que c'est un des projets où on a essayé un peu plus de travailler à long terme, toujours avec des actions ponctuelles qui sont de l'ordre du déclencheur, de la fiction, on va dire du multimédia, du multiforme de réponse. C'est le projet qu'on appelle l'Abichampi. On est allé pendant 3 ou 4 ans en Lettonie, dans une ancienne base soviétique. Les militaires étaient partis dans les années 95 et avaient laissé leur famille. Donc c'était une famille, une population russophone, c'est un ghetto à l'échelle de l'Europe. À savoir que c'est vraiment des marginalisés, les gens qui sortent de prison en Lettonie qui vont dans ce quartier. Donc une sorte de quartier délaissé avec des dachas, là, des vieilles maisons en ruine, et à côté de ça une sorte de grand ensemble, et au milieu de tout ça, une cathédrale construite par Nicolas II, là vous pouvez la voir
là-haut, en 1902. Et du coup, un univers dingue. Et la plage à côté avec des couchers de soleil à couper le souffle. On fait un projet qu'on appelle l'Abichampi, qui fait un mushroof, qui fait un mushboom, qui fait toute une série d'événements, d'objets, de moments, de rencontres, d'interviews qui nous ont tissé une histoire. Ça, c'est pendant l'événement Mushboom dans le Mushroom Festival, où on fait aussi bien des soupes que des balades dans la forêt, que des toits et des architectures avec du bois récupéré, que donc un centre d'art contemporain. Tout ça avec cette fois non pas une commande ou un festival ou quelqu'un qui nous invite, mais une association, un centre culturel qui est là-bas, qui essaye de survivre et avec qui on a envie de faire des choses ensemble. On va rapidement conclure sur le collectif en présentant l'ensemble des membres. Ça, c'est la photo de famille qu'on a réalisée au moment de la Métavilla. Alors, est-ce qu'on va avoir le temps de présenter tout le monde? Je pense qu'il y a d'important, c'est de dire que, et je répéterai simplement ce que dit Julien, c'est-à-dire que le collectif existe en particulier sur les projets. L'idée, c'était ici de dresser, on va dire, un portrait à un instant T. Donc on va plutôt citer les gens dans l'ordre alphabétique, ça sera peut-être plus simple. Donc Daya, qui est architecte hollandais, qui travaille toujours avec le collectif Existe et qui est arrivé au moment après la Biennale de Venise. Donc son premier projet a été l'Abichampi. Julien, donc ici avec nous aujourd'hui, Gilles Burban, qui est un des fondateurs du collectif et qui était également un des associés de Château Cyborg, qui était notre boîte d'infographie au moment où on travaillait tous ensemble. Qui maintenant fait de l'infographie. Ouais. Et qui travaille sur les champignons depuis. Et développe des protos à base de champignons, exactement. Ouais. Philippe De Angeli, graphiste, mais aussi constructeur. Laure Dezeuse, architecte. Dagmar Dudinski, graphiste, qui a fait tous les logos et toute la communication d'Existe pendant encore aujourd'hui. Fernando Favier, musicien, qui aujourd'hui collabore très fréquemment avec 1024. Christophe Goutte, constructeur, mais aussi musicien, qui était un des pionniers du pulp, pour ceux qui l'ont connu. Stéphanie Grimard, architecte également. Julie Guiche, photographe. Tiff Namo, paysagiste, qui a concocté tous les dîners fous qu'on a pu partager avec Existe. Nicolas Héninger, aujourd'hui architecte également, basé à Londres, qui aujourd'hui s'occupe activement d'Existe avec tout un tas de nouveaux membres. Jérôme Hervé, également musicien. Gonzague Lacombe, artiste, graphiste, peintre dans l'espace public. Dimitri Messu, architecte, c'est lui qui ensuite est parti chez Lacaton Vassal et qui a suivi la deuxième tranche du Palais de Tokyo. Brice Peleski, photographe, constructeur également. Moi-même, Alexandre Romer, fondateur du Construct Lab et membre actif toujours d'Existe. Raph Salis, qui est décédé et qui a été vraiment, on va dire, notre génie, à qui j'ai envie de rendre hommage aujourd'hui parce que ça a été une rencontre incroyable à Roubaix. Et c'est lui qui nous a, on va dire, qui a réglé énormément nos problèmes, qui nous mettait toujours d'accord, et qui a été en fait, qui était un des grands pionniers on va dire, des effets spéciaux analogiques. C'est lui qui a par exemple dans Guillaume Tell réglé le coup de la flèche qui arrivait dans la pomme en mettant un fil de nylon invisible pour que la flèche arrive à tous les coups à son objectif. Pierre Schneider et François Wunschel, qui sont aujourd'hui les fondateurs de 1024 Architecture et qui, à partir des expériences qu'ils ont développées au sein du collectif, travaillent essentiellement dans, on va dire, à l'architecture digitale, le stage design. Ça, c'était une liste qui a été faite, je ne sais pas quand d'ailleurs, parce que si elle était d'actu, il n'y aurait pas les mêmes noms. Exactement. Voilà. Donc il faut le dire,
le collectif continue à être actif à travers des projets, plutôt à l'étranger, plutôt à Londres, à travers Nicolas Héninger. Donc si vous voulez des infos d'actu, participer à des projets en cours, il y a des fours qui se fabriquent, il y a des moulins et des choses comme ça. C'est Nico qu'il faut contacter à travers Internet. Et la deuxième antenne encore vraiment active, c'est Alex qui est plutôt à Berlin et qui fait des projets plutôt charpentes, menuiserie, et qui continue aussi à porter ce discours et ce nom existe. Voilà, bon, on parle de moi maintenant. Enfin, on parlait déjà de moi. Donc effectivement, je suis archi, donc diplômé depuis le même moment. J'ai fondé un lieu dont je suis président de l'association qui s'appelle le 6B, qui est basé à Saint-Denis. On y reviendra. J'ai fait, j'allais dire plein de trucs, mais c'est l'impression que j'ai eue en entendant avant. J'ai beaucoup travaillé avec les gens du voyage et aujourd'hui avec les Roms, donc sur, on va dire, une ville informelle qui se fabrique par ces gens pour survivre, ici en France, en bas de chez nous. J'ai beaucoup travaillé en Afrique noire dans l'idée de construire la ville avec et de tester des matériaux de l'ultra local, de faire de la paille, des briques de terre et pourtant quand même mettre des tôles. J'ai participé à plein d'aventures et on va dire mon fil conducteur, c'est vraiment de faire avec les habitants et de construire une cité qui coûterait moins cher et qui serait plus adaptée. À savoir, j'aime bien toujours le citer, que la Fondation Abbé Pierre dit quand même qu'il y a 5 millions de personnes mal logées en France, qui n'ont pas accès à l'eau ou des choses comme ça. Je pense qu'on n'a plus trop d'argent dans notre État et il faudrait s'activer, réactiver d'autres moyens pour arriver à fabriquer une ville qui au moins nous hébergerait. Donc ça, c'est une asso qu'on fonde avec Sylvia, Fiona Midos, on ne l'a pas citée, elle était aussi importante au moment du diplôme Existe. Elle se marie avec un Nord-Camerounais et on va au bled construire des trucs. Patrick Bouchin, encore une fois, est fondateur de cette asso. On a peu d'argent. Je pars avec des étudiants, construire, inventer. On travaille sur ce projet. Là, je vous présente le projet Seyo Rehoubé, qui est un centre artisanal pour les femmes de Mayo Daneyel, qui est dans la province de l'Adamawa, au nord Cameroun. C'est une ethnie Peul pour les origines. C'est des musulmans pour la religion. Et du coup, c'était la 3e année où on y allait et on s'était aperçu qu'on n'avait jamais accès aux femmes, qu'elles se cachaient et qu'il y avait peut-être moyen de trouver un lieu, parce qu'on sait tous qu'un des premiers moteurs de développement, c'est les femmes qui s'organisent et qui inventent et qui créent de la microéconomie. Donc on a fait un lieu comme ça à l'entrée du village, mais qui était un peu caché, qu'on a travaillé avec les étudiants, avec les habitants, avec les femmes. On a ramené, on était des sorciers parce qu'il n'y a pas d'électricité, donc on ramène un panneau solaire, il y a de la lumière, il y a encore des endroits où on découvre ce genre de révolution. On montre des films, dont des Charlie Chaplin. On avait 5 000 € en poche quand on est allé là-bas. L'idée, c'était surtout pas les Blancs qui viennent financer le projet des Noirs. Et dans la moitié de l'argent de ces 5 000 €, on l'a utilisé pour payer la femme que vous voyez à gauche, qui était prof de couture pendant 1 an et demi. Donc l'idée, c'était pas que de fabriquer, mais d'activer. J'y reviendrai avec le 6B, dans lequel je suis empêtré depuis 5 ans, à savoir qu'il ne suffit à mon avis pas de déclencher aujourd'hui, mais il faut aussi accompagner pour que ça fonctionne. Bon, moi je fais travailler des enfants, des aveugles, des femmes qui font les abat-jours des lumières. Voilà, toutes les bonnes volontés sont importantes pour fabriquer la ville ensemble et partager des moments. Voilà, quelques objets, quelque chose qu'on invente tous ensemble, la porte d'entrée, voilà, et des cailloux. Non, je dis des cailloux, mais bon, voilà, c'est une femme enceinte qui avait envie de balayer, donc pourquoi ne pas lui permettre? C'était sa façon de travailler avec nous. Le 6B, si j'avais le temps, je vous raconterais qu'un des points de départ du 6B, c'est Existe, mais je ne l'ai pas. Donc je vous dirais que le point de départ, c'est des gens qui se rassemblent pour occuper un vide. C'est un peu comme une colocation d'étudiants.
on va dire, qui n'ont pas les moyens de se loger chacun dans un super appart. Et du coup, ils se réunissent pour avoir plus de moyens, une plus grande cuisine, des plus grands espaces partagés. Donc aujourd'hui, c'est 7000 m² dans un bâtiment qu'on occupe. Au début, c'était 2000. Moi, j'interviens, donc quand je fonde ce lieu, j'agis comme un architecte. Je ne suis pas une bande de potes qui vient squatter un endroit, etc. J'agis comme un architecte, à savoir que je vois un vide, je sais, j'habite à cet endroit-là, je sais qu'il y a des besoins sur le territoire et je me dis que mon métier, c'est peut-être d'orchestrer les moyens pour essayer de répondre aux besoins. Orchestrer des moyens, donc ce vide, comment on fait pour le remplir, inventer un modèle économique, des modèles constructifs pour s'approprier. Pardon, parce que c'est pas moi qui ai préparé le diaporama. Et du coup, on commence par petit, on grossit. Et donc, c'est vraiment, on n'a pas demandé, on a négocié avec un propriétaire. On s'est vraiment monté comme ça de façon ascendante jusqu'à devenir quelque chose de gros. Savoir qu'il y a des ministres qui viennent nous voir, il y a des 5000 personnes qui viennent quand on fait un événement, il y a les enfants du quartier, roms, roumains en bidonville qui viennent partager des moments ou simplement se laver. On participe à la mutation d'un territoire. Voilà le bâtiment, merci. On est sur le site Confluence, il y a 70 000 m² qui se construisent autour de nous. Quand on est arrivé il y a 5 ans, parce qu'on fête notre anniversaire dans 3 mois, pardon. Il y a 5 ans, quand on est arrivé, c'était une friche industrielle avec des toxicos, des prostituées dans le quartier. Un endroit dingue, dans un hangar à côté, c'était une sorte de discothèque digne des films des années 80, où tu as des salles de shoot au 2e étage sur des matelas. Et en bas, on va dire des Congolais, parce que j'ai pas peur des mots, des Congolais qui s'amusent et qui font discothèque. Donc, on va dire la ville cachée, la ville qui est quand même fun, qui permet d'autres choses, la ville qui se cache, mais qui existe toujours. Et donc, on arrive dans ce contexte, et petit à petit, ça devient un chantier dans lequel on interagit à la manière d'Exist, et on invite Exist à participer à nous et à construire des choses. Et donc, on fait ce truc qu'on appelle la fabrique à rêve, qui est d'ouvrir tous nos espaces extérieurs, de les construire avec les habitants, et de réinventer, le temps d'un été, des espaces partagés, éventuellement ce qu'on peut appeler un square. Ça se fabrique avec des gens, des bonnes volontés, pas de l'argent. Donc ça, par exemple, c'était... Bon, c'est un peu atypique, mais c'était avec une organisation qui s'appelle Orange Rock Corps. Et les jeunes, quand ils donnaient 3 heures de bénévolat, ils gagnaient un billet de concert pour aller à David Guetta. Et du coup, on avait des 200 bénévoles d'un coup pendant 4 heures. Donc c'est un truc qu'il faut arriver à gérer. Donc heureusement, on avait la plage à ratisser. On a fait des choses comme ça, le bois, la planche. Pourquoi? Parce que facile à travailler, chantier, autoconstruction, peu de moyens. Et acte constructif, là, c'est Denis Guéville, il aime toujours prendre des photos sans gens. Moi, j'aime pas, mais c'est son travail, donc c'est pour ça que je le montre. Mais il y a plein de gens qui fabriquent, il y a plein de gens qui construisent, et c'est pour ça qu'on utilise ces moyens assez simples. Pardon. Sous le plancher, là, au milieu, sous les gens, il y avait des boomers, comme dans les sièges dans Walt Disney, là, qui réagissaient à la musique. Et du coup, on expérimente aussi des techniques, on invente en travaillant avec des artistes. Je n'ai pas cité les résidents, 165 structures résidentes aujourd'hui au 6B, plutôt des métiers de la culture, en gros 300 personnes, des gens comme sur ces images, qui chantent, qui dansent, qui s'amusent, qui inventent, qui utilisent des locaux comme des associations qui en ont besoin dans le quartier, des artistes, dont des photographes qui filment le chantier. Ça, c'était il y a 3 mois. Aujourd'hui, il y a des bâtiments à cet endroit-là. Donc ça, c'est des photos du 6e. Des artistes qui interagissent avec la ville. Donc on fait des palissades dans le quartier. On a fait un énorme chien rouge. Là, on a fait une maison jaune. Ça, c'est toujours la ruine qui dure 10 ans pendant qu'ils essayent de l'acheter, que le propriétaire ne vend pas. Enfin, cette verrue. Voilà, les résidents. Vous pourrez voir sur le site internet le6b.fr. L'idée, c'est d'enchanter la ville aussi, c'est de réinventer, c'est d'habiter son quartier, c'est de s'approprier l'espace public. Et du coup, on questionne beaucoup quand même, comme ça a été évoqué par Isabelle au début, la limite entre le privé et le public. À qui aujourd'hui c'est à qui de construire des logements? C'est aux bailleurs sociaux pour les 5 millions de mal logés dont je parlais, ou c'est au Rome roumain qui a besoin d'abriter ses enfants? Voilà un peu une question qu'on se pose. Là, pour le coup, c'est des artistes, des travailleurs qui se rassemblent et qui inventent et qui fabriquent ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui
Bon, c'est un lieu de création et de diffusion, fabrique d'art et de culture identifié par la région et plein de gens. C'est aussi, on va dire, pour faire plus simple, un équipement culturel de proximité, gratuit et ouvert, comme un centre socio-cul qu'une ville ferait de toutes pièces. Un deuxième bout de mon travail que je vais vous présenter là, c'est un travail que j'ai mené depuis 6 ans avec 60 familles à Saint-Denis, qui sont des familles roms-roumaines, qui, quand je les ai rencontrées, habitaient dans un bidonville dit le Hanoul, caravansérail en roumain, qui, pareil, était délaissé, les assos n'y allaient pas en disant qu'il y avait de la criminalité. Et du coup, là, je réponds que mon métier n'est pas de juger qui et où, mais comment faisons-nous pour vivre et comment faisons-nous pour travailler avec un bidonville. Donc, il y a 5 étapes que je vais vous présenter très rapidement. 5 étapes entre le bidonville et, entre guillemets, le droit commun. L'idée, c'est d'arrêter de se dire on peut tout donner tout de suite à tout le monde, mais peut-être qu'il faut travailler sur des échelles temporaires, sur des échelles intermédiaires, et on n'a pas tout de suite accès à tous les droits. Donc le 1, c'est le bidonville. Le 2, attends, est-ce que j'ai d'autres images? Le 2, on divise en 5 parce qu'ils sont trop nombreux, donc c'est plusieurs parcelles, on ramène de l'eau et de l'électricité sur chaque parcelle. Le 3, on dessine chaque parcelle, donc on a un terrain sur lequel, suite à une enquête anthropologique et sociologique, je connais la composition de chaque foyer et du coup on décide de quelle famille va vivre où en fonction des voisins et en fonction du nombre d'enfants qu'elle a. Donc on fait vraiment un travail d'urbanisme qui se base sur de la sociologie. Pourquoi? Parce que les cloisons sont quand même très fines et donc tu entends tes voisins, donc il faut finement travailler sur la composition des parcelles et du voisinage. On a aussi fourni l'électricité sur chaque parcelle à l'étape 3 et à l'étape 4, en plus de tous ces éléments qu'on avait déjà gagnés, on fournit les matériaux pour construire. Donc on avait chopé 40 Algeco, on a acheté du bois, de la tôle, des chevrons, des portes, des fenêtres, des vis. Et avec des potes, pardon, pas des potes, mais même si c'est des amis, avec des artisans, avec des charpentiers, on accompagne la construction de ce quartier entre deux, parce que pas tout à fait isolé, pas tout à fait aux normes, mais c'est une opération qui nous a duré 3 semaines pour construire 55 maisons. Budget 400 000 euros. Bon, ça, c'est des bouts d'études qu'on fait. Un des grands travaux, bien sûr, c'est de dire ces habitants sont des Dionysiens. Ce quartier n'est pas quelque chose qui est sur la Lune, mais c'est quelque chose qui est dans notre ville et avec lequel il faut travailler avec les outils qu'on a, nous, professionnels de la ville. Un des projets qu'on fait dans le bidonville, c'est les toilettes, donc de répondre à ces besoins primaires et qui souvent, parce que j'avais travaillé déjà depuis 7-8 ans avec les gens du voyage et je me rends compte qu'un des freins à la mobilité ou à l'ancrage, c'est les toilettes. Donc on construit un bloc de toilettes sèches, prospectives, on passe sur Arte dans des magazines écolos en disant les Roms peuvent être plus écolos que vous. On fait, ça c'est une image du quartier, c'est l'étape 4. Donc c'est voilà, un quartier autoconstruit avec du bois, des fenêtres, des portes, des Algeco. Ça a été un peu la Somalie pour distribuer des matériaux. Je me suis quand même fait accompagner par la police municipale le 2e jour. Et en même temps, c'était un grand moment de plaisir. Bon, il y a des moments, voilà, quand les gens ils sont en survie, ils ont besoin, ils ont envie, ils essayent d'avoir. Et c'est comme toujours, c'est pas ceux qui réclament le plus qui en ont le plus besoin. Donc moi, j'essaie de travailler avec ces façons de voir, de comprendre et de prendre en compte chacun pour qu'ils puissent vivre. Après, on a des Brésiliens qui viennent en workshop, travailler avec, on a des photographes. Souvent, j'essaie quand même de ramener la culture, l'art dans le travail avec. Bon, voilà le moment de chantier, hein, comme je vous disais, tout le monde s'y met. Nous, on aidait surtout les personnes handicapées à construire parce qu'ils n'y arrivaient pas. Les autres, ils se démerdouillaient, surtout quand ils sont costauds. Voilà. Bon, après, on essaie de faire du un peu chouette quand même, mais bon. On a des intérieurs super bien. Si vous y passez aujourd'hui, le dehors est moyen. C'est un peu caractéristique dans les bidonvilles en France aujourd'hui. Le dehors est moyen, dégueu, etc. L'intérieur est super bien tenu. Voilà, à toi, Phil. Alors, je vais essayer de faire très vite parce qu'on n'a plus beaucoup de temps.
Si Julien se définissait lui-même quand on préparait la conférence comme, on va dire, un architecte préoccupé par l'idée des constructions ascendantes, moi, à travers le travail que j'ai mené au sein du collectif, on va dire, ce qui est vraiment ressorti et qui est devenu une de mes préoccupations aujourd'hui, c'est la construction modulaire et la préfabrication, comme le disait également Isabelle en introduction. Alors, partant de ces situations de bidonville, là je montre cet exemple, c'est aussi un petit peu pour faire le lien. En même temps, c'est des choses qui peuvent paraître très choquantes. En même temps, l'architecture de survie est souvent très riche d'inventivité et d'intelligence. Je montre cet exemple parce que vous allez voir dans le rapport de Formel, c'est quelque chose qui est assez proche de ce qu'on a pu développer ensuite. Et je l'ai découverte, j'ai découvert ces formes de construction plus tardivement. Mais là, il s'agit en fait d'une maison à Bombay, dans laquelle sont intégrées en fait 2 générations plus un espace de commerce. Après, je veux faire le lien aussi avec rapidement on va dire une rencontre qui a été vraiment fondamentale, et qui a été pour moi une énorme source d'inspiration. C'est Yona Friedman, avec lequel j'ai eu la chance de collaborer en 2011, où j'ai été invité à faire la scénographie d'une grande exposition rétrospective sur son œuvre, et plutôt que de déplacer des dessins de la Getty Foundation ou du musée d'art moderne de la ville de Paris ou de Beaubourg, pour les mêmes moyens, dans un contexte assez difficile parce que la Hongrie connaît aussi de grandes difficultés depuis la crise, on a pris l'argent qui était consacré normalement à l'assurance pour réaliser des installations. Et du coup, on a fait un énorme workshop en invitant plus de 250 personnes dans les 1000 mètres carrés du musée qui nous était mis à disposition par le Ludwig Museum. Et on a créé 5 installations. Et je vous montre celle-ci parce qu'elle fait vraiment le lien entre ce qui a été en fait ce travail au sein d'Exist. Là, on utilise encore l'échafaudage et on utilise un système qui a été développé par Friedman dans les années 50, qui s'appelait les curved panels, donc qui sont des panneaux courbes et qui travaillent en tension et qui permettaient en fait de faire des volumes faciles à déplacer et à changer. Je monte aussi rapidement ce projet parce qu'il fait le lien avec mon expérience au sein d'Exist, et vous comprendrez avec le dernier slide pourquoi. Sur un projet qu'on a été invité pour l'année de la France au Brésil à réaliser avec les colocos, où on nous a mis à disposition par le biais d'un bail amphithéotique une tour de 12 000 m² en plein centre de São Paulo, qui s'appelait la tour Wilton País de Almeida, et qui était à la base vraiment un bijou d'architecture, parce que c'est de l'architecture préfabriquée avec la première façade rideau en aluminium, qui était le siège de la Compagnie nationale brésilienne de verre, l'équivalent de notre Saint-Gobain, et qui a été pendant la dictature le siège de la police fédérale de l'État brésilien. Donc ils nous ont invités pour finalement réenchanter ce lieu qui avait été, hormis, on va dire, ses caractéristiques et ses qualités architecturales, qui avait été un lieu de torture. Au 10e étage, on a retrouvé 6 chaises de dentistes qui ne servaient pas à faire des soins. Et donc toute l'idée, ça a été d'inventer un protocole pour finalement recoloniser ce bâtiment qui ne trouvait pas d'acquéreur au moment où on a réalisé ce projet. Et c'est aussi l'idée d'utiliser la tour et de la recoloniser par un processus progressif, où nous, en 2010, on proposait d'installer une résidence d'artistes sur 3 niveaux, et que au fur et à mesure du développement du projet, l'idée c'était que plutôt que de trouver un acquéreur unique, puisque ce n'était pas possible et que l'État s'y employait depuis plusieurs années, de proposer des locations, comme l'a fait ensuite Julien au 6B, et de du coup transformer l'architecture chemin faisant.
Donc ça, c'était à l'époque des images qu'on a réalisées pour stimuler le projet. C'est un projet qui est resté à l'état d'esquisse, mais qui finalement a joué un rôle important ensuite dans mon travail. Ça, c'est le premier projet que je vais développer, c'est la Factatory. Et c'est sur l'invitation d'une galerie qui s'appelle la Galerie Tator, qui depuis plusieurs années cherchait à faire des résidences d'artistes sur un lieu qui s'appelle l'îlot d'Amarante, qui a été créé en 2003 et qui est légalement l'activation d'un délaissé urbain, m'a proposé d'imaginer pour eux des résidences d'artistes, avec la particularité qu'elles devraient être mobiles, puisque le terrain qui leur était mis à disposition ils avaient l'autorisation d'utiliser ce terrain que pour une période déterminée de 3 ans, éventuellement renouvelable. À la base, ils voulaient faire un projet en conteneur et moi, je leur ai proposé finalement, plutôt que de faire un projet en conteneur qui était difficile à déplacer, à transformer, d'essayer de fabriquer un système de construction modulaire qui leur permettrait comme ça de changer en même temps les usages et les fonctionnalités et éventuellement de pouvoir s'adapter à différentes situations. Ce projet avait aussi une particularité, je n'ai pas le bon visuel, voilà, c'est qu'il est sur un terrain en pente à plus de 4% et que du coup on était obligé de recréer un niveau de référence avec des technologies légères pour pouvoir installer les résidences. Là, je montre rapidement. Donc, en fait, on a commencé à développer tout un tas de modules. C'est un projet qui mixe en fait une structure acier galvanisé avec des panneaux à ossature bois. Et à partir de des différentes recherches, on a commencé à développer simplement une sorte de vocabulaire qui nous permettrait comme ça, en réduisant au maximum les composants, de les préfabriquer. On a également travaillé sur l'autonomie en eau, l'autonomie en énergie, parce qu'à la base, on devait avoir un partenariat avec la SNCF qui est le propriétaire du site et qui finalement s'est rétracté. Donc on a dû trouver d'autres solutions, parce qu'il faut savoir que quand on veut s'installer de manière pérenne, c'est-à-dire c'est un projet qui a un permis, qui a fait l'objet d'un permis de construire, le coût de raccordement pour un petit équipement comme celui-ci est quasiment le même que pour un immeuble, et en particulier quand on est dans des situations dépendant de structures comme la SNCF, puisque dans le cas là, le seul capable de pouvoir avoir le contrat avec ERDF, en particulier et Veolia, c'était la SNCF qui nous le refacturait, donc arrivait à des coûts hallucinants qui correspondaient au prix d'une boîte que vous voyez là. Ce projet, ça a été aussi un projet qui a fait l'objet d'une collaboration inter-école avec cette idée, ces différentes expériences qui n'étaient pas de se servir du travail des étudiants, mais qui était plutôt l'idée d'offrir une opportunité à des étudiants. Donc, comme le président de l'association, qui est aussi le maître d'ouvrage de ce projet, était enseignant en Beaux-Arts, que moi j'étais enseignant à l'école d'architecture de Strasbourg, on a proposé d'une part, dans ce qu'on appelle le parcours personnalisé de l'étudiant à l'école d'architecture de Strasbourg, d'inviter des étudiants à participer à cette expérience de construction et de préfabrication. Et on a fait de même avec les étudiants aux Beaux-Arts à l'école des Beaux-Arts de Lyon, où enseigne Laurent Lucas, donc, qui est le président de cette association. Et on a réuni comme ça une vingtaine de volontaires pour venir aux grands ateliers de l'île d'Abo, qui nous a généreusement accueillis parce qu'ils étaient aussi partenaires du projet, pour construire en fait un premier prototype de ces résidences d'artistes. Là, on voit l'état actuel du projet, qui est toujours en cours de développement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le projet a été livré en mars l'année dernière. Les premiers résidents l'occupent. On est toujours en train de le développer, c'est-à-dire que maintenant, on met seulement en place maintenant le système de récupération des eaux de pluie. On essaye de se débarrasser de notre groupe électrogène pour pouvoir avoir d'autres solutions plus viables pour amener de l'électricité. Et on a aussi une connexion grâce aux employés de la SNCF qui est absolument non officielle, mais qui permet aux résidents d'avoir l'électricité et Internet sur le site. Et on voit ici le projet tel qu'il est aujourd'hui installé et habité sur... pardon, j'ai oublié de préciser, c'est un projet qui est situé sur le parvis de la gare Jean Massé à Lyon. Et le parvis de cette gare est en fait le fruit, un peu comme le reste du parc de la Villette, c'est-à-dire c'était une zone
tampon de chantier et qui a fait l'objet d'un aménagement paysager, on va dire rudimentaire, et sur lequel on a pu s'installer pour une période de 3 ans. Voilà les petites photos du projet. Et à partir de ce projet, finalement, on s'est dit pourquoi s'arrêter là et pourquoi pas développer tout un tas d'hypothèses de développement du système de construction modulaire. Donc là, c'était une proposition qu'on a faite pour faire des résidences de vie, c'est-à-dire que les premières boîtes que vous voyez ici sont uniquement des lieux de travail. Et l'idée, c'était aussi de pouvoir accueillir des gens dans des résidences temporaires. Et pour ça, on a en fait travaillé sur une grille de 3 mètres par 3 qui correspond un peu au standard de la chambre d'étudiants de 18 mètres carrés. Et du coup, l'idée, c'était aussi de développer le même système pour fabriquer du logement. À partir de ce même système, on a développé des hypothèses de parasitage d'une certaine manière, où on s'est mis dans différents stades de concours ouverts pour proposer et jouer avec ces différents modules. Et ici, différentes expérimentations qu'on a fait dans le contexte de proximité de l'agence dans le centre de Paris, où on s'est amusé à repérer différentes formes de délaissés pour pouvoir coloniser des espaces qui nous semblaient potentiellement intéressants. Ça, c'est un travail qui, du coup, a été exposé à Toit sur Troie à la Maison de l'Architecture, parce qu'il illustrait un petit peu les débats du moment sur la construction sur les toits de Paris. À partir de cette expérience, on a continué nos recherches et on a proposé un projet qui a été lauréat d'un appel d'un concours lancé par le Pérou, qui est le pôle de recherche et d'exploration urbaine, animé par Sébastien Thierry, en collaboration avec l'association Bellastock, les bureaux d'études Switch et I+A. Et on a proposé finalement de travailler à travers les acquis et les différents prototypes qu'on avait pu réaliser, d'inclure l'idée de réemploi dans la fabrication de ces espaces. Ici, on répond en fait à un centre d'hébergement mobile, c'est l'intitulé du concours, un projet qu'on a appelé l'Hôtel des Jours Meilleurs, aussi en hommage au travail de la Maison des Jours Meilleurs qu'avait proposé Jean Prouvé en 1954, donc 60 ans plus tôt. Et travail qui est également resté à l'état de prototype, vous le savez peut-être, parce qu'il n'a jamais été validé par le CSTB. Donc ces œuvres qui sont aujourd'hui, on va dire, extrêmement exposées, qui sera à l'honneur de l'Art Basel à Miami, ont conduit quand même le pauvre Jean Prouvé dans une situation très difficile pour ce qui était son parcours personnel et du devenir de ces projets qui étaient d'une extrême ingéniosité. Donc partant de là, on se dit, voilà, on a cette histoire, on a cette expérience, et comment est-ce qu'on pourrait faire pour aller plus loin? Avec Bellastock, on est parti en fait de ce qu'ils appellent un gisement, c'est-à-dire des bâtiments en cours de démantèlement, et d'une ZAC qu'ils venaient d'étudier à Saint-Denis, sur lequel ils ont identifié tout un tas de matériaux qui pouvaient nous être utiles pour fabriquer à terme l'Hôtel des Jours Meilleurs. Et on a découvert par exemple que dans la Factatory, on utilisait des tubes de 50 par 50, de tubes acier carré. Ici, on avait 4 km de tubes 60 par 60 galvanisés, donc qui coûtaient globalement transformés à peu près 4 € du kilo. C'est pas beaucoup, mais sur le linéaire qu'on utilise, ça commence à faire une certaine somme. Et du coup, on a essayé de voir tous les éléments de structure qu'on pourrait réemployer. On utilise également, plutôt que nos beaux caissons préfabriqués en bois de coffrage magnifiques, du PSP, c'est des planches de séchage de parpaings qui sont utilisées pour la fabrication des parpaings en usine et qu'on peut récupérer pour l'équivalent d'1,20 € le mètre carré. Donc partant en fait de ces acquis d'économie de Bellastock et notre expérience, finalement, on s'est associé pour proposer un système dans lequel on incluait l'équivalent de la résidence d'artiste et qu'on transformait en logement temporaire. Alors on a différentes versions, ça c'est la chambre individuelle, on a fait la chambre double, on a fait un studio pour une famille avec un enfant, donc différentes variantes, et qu'on a emballé en fait dans une sorte de membrane qui est également qui développe aussi tout un tas d'astuces, par exemple pour chauffer l'eau sur cette
sur cette structure, on a des panneaux solaires qui sont faits à base de récupération de chauffage, de tuyaux de chauffage, qu'on met dans des caissons en bois noir pour faire chauffer l'eau. Et c'est de cette manière-là qu'on arrive à avoir un bâtiment complètement autonome en énergie, facile à transporter et vraiment à bas coût. Là, on voit simplement le process de montage. Donc, l'idée de s'adapter sur le site en créant un plateau, de monter au préalable la superstructure. Ça, c'est très important. C'est comme dans les projets d'Exist, on montait d'abord l'échafaudage. C'est l'idée en autoconstruction de créer une dynamique et de baser en fait le fer sur une énergie. Donc là, on voit directement l'espace qu'on aura à fabriquer. Et ensuite, simplement, on vient mettre les surfaces de finition, la couverture et les équipements au sein du projet. L'objet du concours, c'était d'installer ce projet en 2 lieux pour faire la démonstration de sa mobilité. On a d'abord un délaissé, une portion de petite ceinture qui s'inscrit dans la continuité de la promenade qui à terme reliera le parc André Citroën au parc Georges Brassens. On est juste à l'arrière du parc Georges Brassens. On a des quais de déchargement qu'on voit ici. Le site est très enclavé. Par contre, il a la particularité d'être orienté plein sud. Et du coup, on propose dans un premier temps d'installer ce qu'on voit en haut à gauche, en fait une guinguette pour faire un chantier participatif ouvert et aussi pour ouvrir le site au public parce que c'est un site qui est inaccessible pour le moment. Et après, d'installer le projet ici seulement sur 2 niveaux, aussi pour des questions d'accessibilité, de faire un chantier qui soit complètement avec des modules autoportants et sans utiliser de machines trop importantes. Et on installe un ensemble d'équipements en rez-de-chaussée et toutes les chambres à l'étage pour créer au moins un peu d'intimité et de confort. Donc on voit ce projet qui finalement, sur les bases des modules, arrive à être, on va dire, un projet de taille moyenne, où on voit les chambres à l'étage, les chambres PMR en rez-de-chaussée. Et du coup, partant de ces expériences et de ces modes opératoires, simplement on développe notre propre langage. Ok, je vais super vite alors. Donc là, rapidement, le même projet installé dans une autre configuration sur le toit des magasins généraux à Paris. Donc là, on crée plutôt, alors que dans le premier cas, on était dans un projet qui était plutôt enclavé, donc on essayait de s'ouvrir sur ce paysage assez extraordinaire, parce que c'est une vraie niche écologique, ce fragment de petite ceinture. Ici, plutôt, on essaye de créer un peu d'intimité, un lieu de convivialité sur le toit des magasins généraux, et c'est un projet qui doit être dans l'interstice entre le moment où va se dessiner le projet et le projet va se construire. On propose de s'installer temporairement avec cet équipement mobile pour utiliser le lieu dans cet interstice de temps. Donc là, c'est le même principe, simplement, il s'organise plutôt comme un cloître que comme une grande barrette. Et après, le troisième projet qui a été aussi le moteur on va dire, de la création de ma propre agence, c'est un projet qui s'appelle le village vertical ou les villages verticaux. En fait, c'est aussi sur un délaissé, sauf que là, c'est la particularité d'être un viaduc dessiné par Luigi Nervi dans le sud de la Calabre, sur l'autoroute du Sud qui relie Rome, Naples jusqu'à la Sicile. Et les Italiens, qui malgré la crise ne s'empêchent pas de construire des ponts, ont fabriqué un deuxième pont à côté d'un pont existant. Et l'objet de cet appel à projet lancé par la région Calabre, c'est qu'est-ce que nous pourrions faire de ces viaducs, sachant que sur un tronçon de 10 km, il y en avait à peu près une douzaine. On s'est posé pas mal de questions sur savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire. On s'est appuyé sur 3 phénomènes. Un, sur le fait que c'était d'une part un désert économique, il n'y avait pas d'activité dans cette région de la Calabre, elle est aussi quand même mitée par la mafia. Donc on s'est dit d'abord on va faire une sorte de scénario utopique et un peu pied de nez, et on s'est basé sur le phénomène de ce qu'on appelle les snowbirds, qui sont ces retraités des pays du Nord qui viennent s'installer dans les zones tempérées à bas coût des pays du Sud. Donc l'idée c'est qu'on avait plein d'Allemands et d'Hollandais qui allaient arriver en Italie, et comment finalement les amener à
à coloniser ces ponts. Après, on avait un deuxième point, c'est que c'était une zone avec un climat d'une extrême qualité. On cite souvent la culture de la bergamote parce que on va dire c'est une zone où la température, son minimum est de 13 degrés, son maximum est de 39. Et ensuite, quel dernier point? Et aussi, c'est une zone volcanique, et ça, je vais vous expliquer ensuite pourquoi. Donc ça, c'est l'analyse plus contextuelle. Et voilà le projet. Donc l'idée du village vertical, en fait, c'est d'habiter par une structure acier qui serait construite de manière incrémentale les piles du pont et de venir en fait faire des logements par lesquels on accéderait par le tablier en partie supérieure et qui permettrait grâce à l'ascenseur de descendre directement dans la forêt, puisque ces ponts étaient réalisés entre la fin des années 40, début des années 50. Donc aujourd'hui la forêt a plus de 50 ans, elle est magnifique et du coup on habite en même temps dans la nature et en même temps dans un lieu de forte urbanité. L'ensemble en fait des tabliers comportaient tous les équipements collectifs, les écoles, on mettait des centres de soins parce qu'on est parti dans notre délire de faire une sorte de station de balnéaire pour vieux. Et après, par contre, on a beaucoup développé, et ça en relation avec un bureau d'études anglais plutôt innovant qui s'appelle Ramboll, tout le système de géothermie, parce qu'on s'est basé sur un projet expérimental de géothermie haute pression, et on a calculé qu'avec les 10 km de pont, on pouvait récupérer l'ensemble des eaux de pluie, les stocker en fait dans les tubes des tunnels qui existaient, parce que les tubes sont ronds, mais les routes sont à plat, et en fait toute la partie inférieure permet de stocker énormément d'eau. Et du coup, on installait par village une centrale géothermique qui permettait d'être en complète autonomie, et ensuite par pile et par grappe une station de méthanisation. Et ça, c'était possible parce qu'en fait la Calabre est une région volcanique et que du coup on n'avait pas besoin d'aller chercher la chaleur très loin, on descendait à moins de 300 mètres pour récupérer de la haute pression, et c'est par en fait on va dire son impact minimum sur l'environnement naturel, par le fait qu'il recyclait des structures en béton existantes et qu'il les renforçait, que ce projet a été reconnu par la Fondation Holcim, avec lequel aujourd'hui on mène un travail de fond sur la question de l'architecture incrémentale. Et voilà, là ce sont les différentes stratégies de renforcement des piles existantes. Ça c'est le protocole de développement par pile, d'installation d'abord de la structure de renforcement, ensuite des circulations, ensuite la création de des parcelles, parce que c'était aussi l'idée que ça soit pas complètement déterminé, qu'on ait des possibles de développement en fonction de l'histoire qu'allait raconter ce projet. Et là, voilà, c'est la dernière vue qui est une vue depuis la montagne sur ce pont qui, malgré tout, reste quand même un projet utopique, mais qui fait le lien entre cette démarche sur les délaissés et des projets à plus grande échelle. Merci. On vous passe le micro, comme ça c'est enregistré, parce que je crois que... Oui, je ne sais pas si ça marche. Ah, si. Vous aviez parlé de la question de fabriquer avec les habitants, et j'aurais voulu savoir un peu plus précisément comment cette question s'était posée dans le cas, par exemple, du campement Voltaire, je crois, du village Rome. Est-ce que cette problématique avait pu être prise en compte, et savoir un peu plus comment, dans un cas comme ça, vous avez parlé du budget de 400 000 €, est-ce que, qu'est-ce qui coûte aussi cher? Est-ce que c'est dans l'acheminement des matériaux? Quels sont les budgets importants dans une opération comme ça? Alors, première question, participation des habitants. Comme vous avez pu le voir sur les images, c'est eux qui ont construit leur maison. Donc, d'ailleurs, j'aurais pu préciser, et je le précise maintenant, que moi, je n'ai pas pu dessiner les maisons. Mon métier ne se situe pas là dans ces projets. Il faut dessiner pour quantifier les matériaux,
pour pouvoir faire des commandes. Ensuite, moi, c'est plutôt des ratios, à savoir qu'un logement de 25 mètres carrés, enfin bon, j'ai un terrain qui est petit pour le nombre de personnes, donc je me retrouve à travailler des ratios du genre 8 mètres carrés par personne de surface habitable, donc qui sont et pareil avec les matériaux, donc sur un logement, on va dire type T1, ils ont le droit à 2 fenêtres, une porte, 25 mètres linéaires de chevron, 12 de bastin, du panneau USB, de la tôle, etc. Donc ce qui coûte de l'argent, c'est pas de construire, parce que c'est eux qui ont construit leur truc, c'est de payer 5 personnes pendant 15 jours pour accompagner, pour aiguiller. Voilà. Ce qui coûte de l'argent, et ça encore, c'est pas très cher, parce qu'on passe par des associations et pas des entreprises, donc peu de charges, etc. etc. Ce qui coûte cher, c'est de viabiliser le terrain, de ramener les matériaux et de les payer. Voilà. Donc là, sur ce projet-là, il y a quand même presque 100 000 € de transport des Algeco que tu ne payes pas parce que tu récupères, réemploi, fin de vie, fin de chantier. Les Algeco, on arrive à les récupérer gratuitement assez facilement. Le transport, par contre, il faut chaque fois le payer. Et après, les autres matériaux, parce que l'idée, on s'était aperçu dans les projets d'avant qu'il y avait des bestioles qui se logeaient dans les matelas, dans les panneaux de bois un peu pourris. Et du coup, l'idée, c'était de ne pas permettre de ramener notamment des puces anglaises et du coup de partir sur du panneau neuf, USB, etc. Donc ça aussi, ça coûtait. Donc on va dire les 400-500 000 €, c'est un peu de main-d'œuvre pour accompagner, le transport, les matériaux et l'installation électrique. À savoir que l'installation électrique a été faite par des professionnels. Les extincteurs ont été posés par le centre technique municipal. Donc c'est aussi plein de, comment dire, de choses qu'on ne paye pas vraiment. Les extincteurs, on ne les a pas payés. Au début de votre intervention, vous avez évoqué, vous avez dit que vous étiez des architectes en réaction et vous avez évoqué le rôle du numérique au début, à la fin de vos études. Est-ce que vous pouvez en dire plus et développer notamment architecte en réaction, ce que ça veut dire? C'était un jeu de mots qui marchait plutôt pas mal en anglais, quoi. C'était Exist, Act and React. Et en fait, c'est vrai que on va dire, à travers la lecture qu'on avait de l'histoire de l'architecture, des expériences, des projets qu'on aimait, il nous semblait dire qu'il y avait encore beaucoup de choses à inventer et à faire. Et c'est vrai que souvent confronté à la réalité du métier, et aussi à voir nos aînés souffrir justement des modalités, des projets tels qu'ils étaient définis. Et c'est ce qu'on essaye aussi de montrer ici. C'est que une des missions de l'architecte, c'est pas forcément seulement de répondre à la demande, mais c'est aussi de la susciter. Et du coup, de continuellement on va dire inventer, quoi. Donc c'est des projets, parce qu'après on a chacun nos pratiques du métier, et puis comme on dit, on vous a pas montré les projets les plus chiants qu'on est en train de faire, et que ces projets, c'est des projets qui sont souvent construits sur notre propre motivation et sur notre envie. À travers ça, on va dire notre expérience du numérique, c'était aussi une manière de réagir à notre quotidien, c'est-à-dire qu'on passait nos journées derrière un ordinateur à faire des 3D et des pairs, c'est que du coup, se mettre en situation dans l'espace public et construire quelque chose de nos mains, c'était aussi une autre forme de plaisir, et c'était une autre manière de pratiquer notre métier, et je pense que c'est vraiment là-dessus qu'on se retrouvait. Vous êtes enseignants tous les deux, ou toi Philippe, toi tu es enseignant, enfin tu donnes quelques cours, et Julien non. Quel est votre point de vue sur l'enseignement d'architecture en Europe ou en France? On va dire, je vais essayer de faire une réponse positive, dans le sens où, par exemple, l'expérience que je montrais et qui s'est développée depuis avec les grands ateliers L'Île d'Abo, je trouve qu'on a des lieux de fabrication extraordinaires, qu'on a des profs qui sont extrêmement volontaires et qui sont malheureusement
pas souvent suivis ni par leur ministère, ni par leur tutelle. Je pense que l'enseignement, et c'est vraiment basé sur la bonne volonté des uns et des autres, et je pense que vous serez peut-être d'accord avec moi là-dessus. Et par contre, je trouve qu'il y a des enfin, moi, je sais qu'aujourd'hui, on s'emploie à monter une équipe pour participer au prochain Solar Décathlon, dont on sait malheureusement pas s'il aura lieu, parce que finalement, le ministère a un peu, en tout cas, ne répond plus à Pascal Rollet. Et je trouve par exemple que des travaux comme justement à l'initiative de Pascal Rollet, de la construction des grands ateliers jusqu'à mener le Solar Décathlon, sont des choses merveilleuses. Et je crois qu'on a un terrain on va dire extrêmement fertile en France, extrêmement inventif, c'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup d'étudiants en architecture qui ne font pas de l'architecture et qui réinventent des métiers. Ça, c'est quelque chose qui a été aussi assez médiatisé ces derniers temps, que ce soit dans la musique, que ce soit dans la vidéo, que ce soit dans l'art. Les architectes sont les inventeurs de demain. Et par contre, je trouve qu'on souffre d'un énorme manque de moyens. Je trouve qu'on faisait le calcul avec... Aujourd'hui, j'ai quitté l'école d'architecture de Strasbourg, je suis à l'école d'architecture de Nancy. Et en fait, on faisait le calcul très basiquement avec Lorenzo Diez, où par exemple, un étudiant aux Beaux-Arts à Lyon, l'école a un budget de 9 millions d'euros pour 300 étudiants, alors qu'à Nancy, on a 2,5 millions d'euros pour 700 étudiants. Donc faites un peu le ratio. Ça veut dire qu'on a à peu près 7 500 euros par étudiant en architecture. Je pense que c'est trop peu par rapport aux grandes écoles, et je pense que par rapport à la qualité de nos architectes, à la qualité de nos écoles et de nos enseignants, c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de moyens pour agir, pas plus d'encadrement, pas plus de moyens pour fabriquer et aller dans le sens on va dire, de l'énergie qui est développée dans les écoles. Oui, je vais aller un peu dans le même sens. J'interviens quand même beaucoup dans des écoles et dans des jurys et tout. Moi, je souhaiterais que les écoles aient plus de moyens, effectivement, mais que ces moyens ne viennent pas que de l'éducation, mais du faire. C'est-à-dire que je considère qu'il y a un terreau, des idées, du travail, souvent qui est abattu de façon incroyable et qui malheureusement reste dans les écoles. Moi, c'est quelque chose que je regrette. Voilà. Je le vois à travers des étudiants qui refont les mêmes choses, qui souvent viennent nous voir et se reposent les mêmes questions. Je trouve qu'il y a un manque de capitalisation sur les travaux antérieurs des étudiants qui devraient être connus de tous. Et peut-être qu'un jour, je refuserai de répondre aux questions auxquelles on a répondu 10 fois. Je trouve que l'école, elle devrait être un peu plus sa transmission des travaux d'avant. Et une autre chose qui est, voilà, fabriquons de la ville. On a de l'énergie, on a des profs qui peuvent encadrer, que ce soit dans la ville informelle ou dans du droit commun ou dans des œuvres. On souhaiterait tous, et je sais que ça vient de vous, des étudiants, que ça se voit plus à l'extérieur des écoles, toutes ces énergies productives. Comme dit Philippe, si on nous donne les moyens. Non. Non, moi, pardon, juste, je considère que les étudiants sont porteurs de nouveautés, de modernité, d'expérimentation, et que c'est là-dessus qu'il faut s'appuyer. Est-ce que vous avez une pratique qui est tellement, on va dire, lointaine ou éloignée oui. Vous avez une pratique qui est quand même relativement éloignée. Parce que je suis dans un lieu d'enseignement. Vous avez une pratique qui est assez éloignée de la transmission du savoir qu'on fait dans les écoles d'architecture, qui est quand même relativement formatée. Donc ce qui peut me surprendre, c'est que vous dites oui, vous pourriez tout de suite devenir des transmetteurs dans le cadre d'une école ou d'un système d'enseignement comme il est fabriqué ici. Quand on va au Danemark, enfin, quand on quitte la France et on va pour ceux qui ont fait Erasmus et pour moi qui me suis un peu baladé, les problématiques d'enseignement sont extrêmement différentes. D'ailleurs, d'école à école aussi, vous l'avez remarqué, entre Nancy et Strasbourg et Marne-la-Vallée. Donc, est-ce que vous pensez, moi je suis tout à fait d'accord sur le matériau qu'on va appeler l'étudiant, qui a un désir de faire, mais est-ce qu'il n'y a pas un carcan qui vous a, un peu marqué pour que dès que
vous soyez sorti, vous n'êtes pas en train de faire des concours pour 3F. C'est une question posée. Non, on n'est pas en train de faire des concours pour 3F, ça c'est clair. Et ça c'est vraiment un choix, dans le sens où, on va dire, après on va aussi vers les opportunités que là. Je pense que si je donne un dossier de candidature pour 3F, c'est réciproque, ils n'iront pas me choisir non plus. Par contre, par rapport à la question de l'enseignement, moi je rejoins vraiment ce que dit Julien, c'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est un moment de pouvoir se baser sur des expériences concrètes et peut-être par l'énergie des étudiants rendre à la société civile, c'est-à-dire ces études aussi qui sont gratuites en France. Donc peut-être que de s'intéresser à des cas de mal logement, à des cas simplement comme là, ce qu'on a pu faire avec les Beaux-Arts de Lyon, c'est-à-dire créer des résidences d'artistes qui sont principalement utilisés par les étudiants des Beaux-Arts, et de leur demander de participer à leur construction pour bénéficier à terme de la possibilité d'avoir un loyer pas cher pour commencer une carrière d'artiste. C'est des choses que je trouve tout à fait envisageables et qui ont l'intérêt aussi, au-delà de débats entre les profs et les enseignants, de ramener les industriels dans la boucle. C'est-à-dire que là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a aussi eu d'importants partenariats matériaux et du coup, il y a eu des rencontres intéressantes qui ont été faites avec différentes entreprises qui nous ont fourni les matériaux, qui ont accueilli les étudiants pour visiter les usines, pour voir comment ils étaient fabriqués. Donc ça, c'est par rapport à la question du fer. Ensuite, il y a la question de la transmission et des écoles. Je pense qu'il y a un cas qui est assez intéressant et sur lequel je crois qui me fait pas mal réfléchir, c'est que, par exemple, à l'EPFL, un doctorat peut être un projet construit. C'est absolument pas le cas en France. Aujourd'hui, on est sclérosé dans une pensée assez doctrinal, il me semble, par rapport en tout cas à la question doctorale, en essayant de re-rentrer dans le tableau disciplinaire d'Auguste Comte, en disant « Ah, mais qu'est-ce que l'architecture, qu'est-ce que c'est que de la théorie ?» Et ce que je trouve intéressant, c'est que, et ça c'est un copain qui me l'a appris, c'est qu'à l'EPFL, c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'on prend un sujet, qui va être un cas lancé par un client. Là, le sujet en question, c'est quelque chose qui aussi m'intéresse. C'était une salle de spectacle autonome et mobile pour le festival de Montreux. Ils finançaient l'opération et le PFL mettait tous ses ingénieurs et architectes, avec l'architecte en chef d'orchestre, et ça c'est quelque chose qui est très important, pour résoudre le problème. Il était salarié de l'EPFL, il était payé pour faire son doctorat, il avait 2 ans à consacrer à faire uniquement son projet. Alors c'est le rêve de tous, mais si au moins on pouvait créer des situations au moins avoir un doctorat qui pouvait être un projet d'architecture, ça serait déjà quelque chose d'énorme. Et après, je pense qu'aller comme ça dans des choses assez concrètes, je pense que ça permettrait de rassembler plus d'interlocuteurs et d'avoir une synergie encore meilleure autour des projets d'architecture qui peuvent être faits dans l'école. Je crois que ça se fait de façon quand même alternative dans les écoles. Moi, j'ai quand même souvent beaucoup des groupes d'étudiants qui viennent, qui travaillent dans un bidonville, où on part au Cameroun, etc. Par contre, manque de moyens. C'est-à-dire que voilà, moi, je l'ai fait 3 fois, partir avec des groupes d'étudiants. J'ai jamais été payé pour. La 4e, j'ai dit, ça suffit. Voilà. Donc, je pense qu'il y a un problème d'objectif, de priorité, pardon, dans les écoles, mais il y a cette volonté. Là encore, hier, j'étais avec Cyril à Naples, qui fait un DSA postdoc à Belleville sur situation de catastrophe, architecture et catastrophe, à peu de choses près. Ils se posent ces questions, ils veulent aller sur le terrain, ils veulent se mettre en action. Ils n'y arrivent pas forcément et du coup, ça ne marche pas tout à fait comme vous l'évoquiez. Mais il me semble que c'est quand même des forces qui sont en train de pousser. La question que je pose, et peut-être je n'ai pas exactement la réponse, c'est qu'est-ce qui fait école aujourd'hui? Il semblerait que pour vous, à un moment, Bouchain ait fait école. On peut dire ça? À un moment. Non, d'accord. Okay. Il semblerait que les moyens matériels de l'île d'Abo aient fait école. Il semblerait qu'à un moment, Yana Friedman ait fait école. Ce que je veux dire, c'est qu'est-ce qui fait école et qu'est-ce qui fait que d'autres peuvent se rassembler autour de vous, vous pouvez faire perdurer existe. Est-ce qu'il faut absolument que le moyen de transmission soit l'école? C'est une question extrêmement précise que je vous pose. Non. Et je la pose à vous à dessein, évidemment. Non, mais voilà, nous, j'essaie de comprendre, mais on considère que faire école, c'est être 15 jours au bord d'une rivière.
à rassembler des bouts de bois pour des étudiants. Ça peut être faire école. Quand je pars avec des étudiants au bled, on considère que faire école, où là, au mois de juillet, j'avais beaucoup d'étudiants. On a construit une œuvre d'art collective dans l'espace public. Voilà. Moi, je considère que là, on fait école dans le sens où on transmet des savoirs constructifs, vision de l'espace, etc. Mais on transmet aussi des façons de faire, des façons d'être ensemble, des façons de créer. Et on crée des moments, on crée des envies. Et je dirais, ce qui ferait école, c'est de dire que c'est possible. Sans dire comment le faire, etc. Mais c'est possible de se mettre en action, de répondre, de mettre son corps dans la ville et d'agir et de réagir à des contextes et à des situations. Moi, je dirais que voilà. Ensuite, une fois que ça s'est dit, je dirais que c'est pas forcément par l'école, mais qu'il faut que l'école se fasse aussi porte-parole de ce genre de projets, de pratiques pour qu'elles aient un minimum de reconnaissance. Parce que si on est toujours alter, action humanitaire pour moi, ou prototypage expérimental, enfin voilà, il y a un moment où on est dans le vrai monde aussi, et il faut qu'il y ait une sorte de reconnaissance des écoles sans forcément l'enseigner de cette manière-là. Pour revenir juste sur cette question d'école, je pense que la meilleure école, c'est d'en faire plusieurs. Moi, ça a été, je suis fils d'architecte, enseignant, et je sais que très vite, j'ai commencé à l'école d'architecture Strasbourg avant de venir à Marne-la-Vallée, et ensuite j'étais à la Villette. Aujourd'hui, j'enseigne à Nancy. J'ai intervenu dans différentes écoles en France, et je sais que je suis jamais aussi content quand j'arrive dans une école, et je suis toujours encore plus content quand je vais dans une nouvelle. C'est-à-dire que la vie est faite de rencontres, et je pense que ce qui fait la singularité de chaque futur architecte, c'est la singularité de son parcours, et que c'est la responsabilité de chacun de se fabriquer à travers ce parcours, et c'est certainement pas la responsabilité de l'école. Par contre, je pense que la responsabilité de l'école, c'est d'arriver à donner les clés et les outils pour justement se fabriquer cette personnalité, plus qu'à essayer finalement de construire une doctrine qui me semble aujourd'hui de plus en plus désuète. Ça, c'est vraiment mon point de vue par rapport à ça. Et je pense que effectivement, les écoles, et je pense que c'est un problème, sont souvent aujourd'hui justement dans cette recherche d'identité, comment elles se définissent, parce qu'elles sont aussi soumises à la concurrence des autres écoles, mais que je trouve que là où elles deviennent les plus intéressantes, c'est quand elles sont capables de se définir au sein d'un campus, c'est-à-dire d'une plus grande école qu'est l'université, et c'est quand même l'objet de la réforme, et que du coup, à travers les interactions qu'elles proposent, comme vous ici avec les ponts et chaussées, c'est là que se crée une nouvelle identité qui devient, à mon avis, d'autant plus attrayante pour les étudiants qui viennent les rejoindre.